Bonjour à tous, je suis Sylvia et je vous accueille sur Hope, le premier podcast qui aborde le thème de la maladie sans phare ni tabou. Ici, vous entendrez des femmes et des hommes vous parler de leur quotidien chamboulé par l'arrivée de la maladie. Sincères et forts de leur expérience, ils vous raconteront tout, leurs peurs et leurs coups de blues, mais aussi les petits riens et les grands projets qui leur ont redonné le sourire. Des témoignages décomplexés et empreints de vérité qui font du bien quand ça va mal. Bienvenue chez Hope, le podcast de Medicite.fr qui vous retrace le parcours peu ordinaire de patients extraordinaires. La sclérose en plaques, également appelée CEP, est une maladie auto-immune qui affecte le système nerveux central. Une dysfonction du système immunitaire y entraîne des lésions qui provoquent des perturbations motrices, sensitives, cognitives ou encore visuelles. À plus ou moins long terme, ces troubles peuvent progresser vers un handicap irréversible. En France, plus de 100 000 personnes sont atteintes de sclérose en plaques. C'est 5 000 nouveaux cas diagnostiqués chaque année. Parmi les personnes atteintes, 3 sur 4 sont des femmes. Pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour. Donc, tu es un ancien sportif et tu t'es retrouvé paralysé. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, effectivement, je faisais du sport, donc j'étais côté balle ovale, je joue au rugby. Le lendemain d'un match de rugby, le jour même déjà, j'ai senti des fourmillements et des vertiges, mais je pensais que c'était un coup que j'avais pris durant le match. Donc, j'ai dit à mon kinésithérapeute, je viendrai te voir demain juste parce que je dois avoir quelque chose qui doit être bloqué, il faut que tu me débloques un petit peu. Et je me suis en fait levé le matin, paralysé de la tête aux pieds. D'accord. Que ce soit au niveau motricité comme sensitivité, je ne sentais plus rien à partir du cou jusqu'au bout de mes pieds. Donc j'imagine que ça a dû être une grosse crainte du jour au lendemain de te retrouver dans cet état-là. Alors c'est paradoxal parce que quand ça m'est arrivé, j'étais dans le sport et en fait la seule chose qui comptait pour moi c'était une blessure que j'avais, quelque chose qui était, enfin, je pouvais pas savoir à 23 ans que j'avais une maladie comme ça ou quoi. Donc pour moi c'était un coup que j'avais pris et le kiné allait me sauver. Le kiné allait me remettre un petit peu d'aplomb ou l'ostéopathe en me disant ouais, tu t'es déplacé quelque chose, ce qui arrive couramment dans mon sport, mais tu vas repartir. T'inquiète pas, tu vas repartir. Et sauf que des jours sont passés à l'hôpital, je suis resté un mois à l'hôpital, après je rentrais, mais j'avais des cathéters dans les bras parce que j'avais des perfusions tous les jours, donc je rentrais chez moi après parce que j'avais demandé d'être chez moi. Mais j'ai quand même été toujours dans cette optique-là de me dire, bon, maintenant il faut vite que tu récupères parce que tu perds ta place et il faut vite reprendre le sport. J'ai eu un laps de temps où je n'ai pas vraiment réalisé ce qui se passait. D'accord. Et en fait, on t'a pas diagnostiqué tout de suite la sclérose en plaques. Et non, voilà, tout à fait. Là, on a mis 6 mois à me la diagnostiquer, donc j'ai été paralysé en février 2000 et on me l'a annoncé au mois le 9 juin 2000. D'accord. Et pendant que j'avais cette sclérose en plaques. Et pendant tout ce laps de temps, tu es resté paralysé. Alors non, je suis paralysé. Donc je suis resté vraiment paralysé pendant un mois à l'hôpital. D'accord. Où c'était compliqué. Au bout d'un mois, j'ai commencé petit à petit à me remettre debout. Mais je pouvais pas marcher, en fait, c'était compliqué. C'est pour ça que je suis rentré chez moi et que j'ai demandé à avoir des cathéters, enfin, de garder les cathéters, de revenir tous les jours, faire des piqûres, mais rester chez moi au moins pour dormir. Et après, petit à petit, tout seul, puisqu'il y avait pas les plateaux techniques comme il y a aujourd'hui, c'était pas aussi, et puis on savait pas vraiment ce que j'avais, surtout. Oui. Mais chez moi, je me suis mis petit à petit à apprendre à faire des mouvements, à apprendre sur un vélo d'appartement, à m'asseoir dessus, essayer de faire du vélo. Enfin, tout seul, je me suis un petit peu mobilisé et a réappris un petit peu à bouger, à avoir la motricité. Parce que toujours dans le même état d'esprit, c'est-à-dire que je suis blessé, il faut vite que je récupère pour jouer. Donc je suis resté dans cette optique-là au départ. Et au-delà de la paralysie, est-ce que tu as eu d'autres symptômes ? Quand on a réfléchi un petit peu avec le neurologue, on en a discuté avec un éminent professeur de neurologie à Toulouse, les symptômes, je les avais en amont. C'est-à-dire qu'en amont, j'avais des problèmes visuels, j'avais des problèmes de vertige, j'avais des problèmes de grosse fatigue. Mais en fait, comme je mettais ça sur le sport intensif que je faisais, c'était pour moi une mauvaise alimentation, une mauvaise hygiène de vie correspondant à mon sport qui faisait que j'étais fatigué. Mais après, voilà, tout s'est enchaîné. Et en fait, j'ai pu, on va dire, au bout de 6 mois qu'on m'a annoncé ma maladie, j'ai pu mettre un nom, en fait, sur tous les symptômes que j'avais. Et qu'est-ce qui s'était passé depuis un certain temps, et j'aurais pu peut-être à la rigueur, mais j'y pensais pas quand vous avez 20 ans, 22 ans. Je pense pas quand je suis très fatigué, je pense jamais à une maladie neurodégénérative. Je suis plutôt dans l'excès de sport ou de fatigue. Comment tu as réagi quand on t'a annoncé que tu avais une CEP? Alors, j'étais dans le déni total, c'est sûr. J'étais surtout dans le déni en me disant, quand on me l'a annoncé, j'ai dit, ok, d'accord, je l'ai. Donc maintenant, qu'est-ce que je peux faire pour vivre avec? Mais sans vraiment réfléchir à ce que je faisais, ce que je disais, parce que j'étais toujours pareil dans l'optique de me dire, ok, on m'a annoncé ce que j'avais. J'ai une entorse du genou. Ok, je fais la rééducation qui convient pour que je reprenne rapidement le sport. Et en fait, moi, ça a été la même chose. J'ai une sclérose en plaques, d'accord?
Mais en fait, qu'est-ce que je fais comme rééducation pour rapidement reprendre le sport, sans vraiment prendre conscience de ce que c'était et que ça allait durer à vie. Ça, au début, je n'ai pas réfléchi et j'ai mis 3 ans vraiment en essayant des choses, en voyant que ça réussissait pas, en faisant des multi-poussées, repartir à l'hôpital et compagnie, sans jamais reprendre le sport. Et au bout de 3 ans, j'ai vraiment réagi. J'ai fait une dépression. Ma maman, à l'époque, m'a dit, écoute, on va revenir voir le neurologue et il faut que tu discutes avec lui. Et en fait, ce jour était salvateur puisque le jour où j'ai rencontré ce neurologue, l'éminent professeur de neurologie qui pour moi est une personne qui compte extrêmement pour moi, il m'a tout simplement parlé comme un coach, on va dire, de mon sport, comme un coach de rugby. C'est-à-dire en me disant, écoutez, moi, je vous parle pas de votre sport, mais vous me parlez pas de la maladie. Et en fait, il a eu un discours qui a duré un petit quart d'heure, 20 minutes, on va dire, assez musclé, et qui, en fait, il a su détecter en moi quel était le facteur qui pouvait faire que je puisse réagir et puis, et rebondir, en fait, là-dessus. Et je suis parti de ce médecin. J'ai dit à ma mère, mais t'imagines comment il m'a parlé? Mais moi, il me connaît pas sur un terrain, il peut pas me parler comme ça. Enfin, j'étais vraiment il m'avait fait rentrer dans une colère, qui m'a fait réagir, en fait. Puisque je l'ai rappelé, j'ai pleuré pendant 3 jours, je l'ai rappelé au bout de 3 jours et je lui ai dit, docteur, j'ai compris. Ok, j'ai cette maladie, j'ai compris. Maintenant, expliquez-moi et c'est à partir de là que j'ai lancé tout plein de processus pour vivre avec. On imagine, on comprend bien que ça a dû être un choc parce que, comme tu l'as dit, tu étais encore jeune. Donc, tu avais tout ton avenir sportif qui était devant toi. Du coup, comment est-ce que ça a impacté ta vie professionnelle? Alors, ça l'a impacté dans tous les sens, en fait. Puisque quand il se passe ça, on s'aperçoit que tous les gens qu'on connaît, la majorité des gens qu'on connaît autour de nous disparaissent par crainte, par peur, par pas savoir se placer, comment se mettre, parce que c'est compliqué quand on a un ami à nous qui se paralysé, qui est hospitalisé. En fait, c'est assez complexe, on va dire. J'ai vraiment des amis très proches qui sont restés à côté de moi et qui m'ont accompagné, qui m'ont aidé, puisque j'ai jamais voulu que ça soit des personnes qui viennent à pleurer sur moi. Enfin, c'était pas l'intérêt. Je voulais pas que les gens viennent s'apitoyer sur moi en disant que mon Dieu. Je voulais, de par mon caractère, plutôt que ça soit assez motivant et motivant pour moi pour repartir. Parce que j'aurais dit, de toute manière, vous inquiétez pas, je vais revenir. Et j'ai toujours gardé cet esprit-là. Donc, j'ai été accompagné. Et que ce soit professionnel ou... Moi, c'est vrai que c'était... côté professionnel, j'ai eu la chance exceptionnelle de rencontrer ma femme et mes beaux-parents qui avaient une société. Et mon beau-père qui m'a dit, écoute, de toute manière, tu vas rebondir avec nous, je vais te former au commerce, tu vas tout apprendre les tuyaux et tu vas entrer dans la société et tu vas travailler, quoi. Et j'ai vraiment été sur le terrain et c'était quelque chose d'extraordinaire. C'était une école de la vie, mais sur tous les points. Et j'ai été extrêmement bien accompagné de par mes parents, mes beaux-parents et ma femme qui m'ont complètement accompagné et qui m'ont géré. Et c'est grâce à ça que je suis reparti dans un cursus qui était le commerce, où j'ai fait une décennie dedans. Et après, j'ai voulu repartir parce que c'est vraiment ce que j'aime le plus et ce que je me suis vraiment découvert, c'est les maladies neurodégénératives. Et donc, je suis reparti dans mes études parce que vraiment, je suis parti d'un côté médecine parce que c'est quelque chose qui me plaisait vraiment et que j'ai vraiment découvert et qui, grâce à la maladie, m'a fait rencontrer des gens exceptionnels et qui m'ont donné la soif et l'envie de connaître ça. C'était pour toi un moyen de peut-être mieux maîtriser quelque part la maladie, le fait de creuser et de reprendre tes études? Ben oui, c'était ça en fait, parce que j'avais fait le deuil de l'acceptation de cette maladie en me disant ok, je sais ce que j'ai aujourd'hui, mais j'avais vraiment envie de vivre avec elle, de la connaître plus qu'elle me connaissait. Elle me connaissait par cœur, puis c'est elle qui me gérait et elle sait très bien que si je fais des excès, elle me rattrapait. Et justement, je voulais, et surtout dans le but d'aider tous les gens qui ont cette maladie, qui viennent d'apprendre qu'ils ont cette maladie, c'était pour moi quel était le tuto qu'on pouvait leur donner pour qu'ils puissent vivre le mieux possible au départ avec ça, quoi. Il y a des milliers de patients qui le font en France. Je me suis appuyé sur certains d'entre eux et toujours pareil, j'ai rencontré des personnes de la Ligue française contre la sclérose en plaques qui ont été exceptionnelles, qui m'ont guidé, qui m'ont orienté. J'ai rencontré des gens au pôle des maladies neurodégénératives d'Occitanie. J'ai rencontré des médecins, neurologues que j'ai rencontrés, mais vraiment des personnes bienveillantes qui ont été, qui m'ont amené vers ça et avec qui j'ai eu envie de travailler et porter les choses. Et ça a été une force pour moi. Donc ça, c'est ce qui t'a aidé. J'imagine que ça t'a aidé notamment à dépasser les grands défis que tu as pu rencontrer dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu de ces défis que tu as pu rencontrer? Quand j'ai fait vraiment ce deuil et que je suis parti sur ce processus de vie que j'ai vécu avec cette maladie, il est évident que j'ai rencontré au départ, j'avais certains traitements qui ont engendré quelques problèmes. Parce qu'il y a des traitements qui sont pas adaptés, qui n'avaient pas l'effet escompté pour moi, puisque j'ai eu des états fiévreux, migraines, fatigue. Donc il a fallu que je teste plusieurs, on va dire, traitements pour vraiment en trouver un qui me convenait le plus. Et ça a été dépoussé, donc il a fallu... Ce qui était le plus compliqué, en fait, c'est ce que je retrouvais un petit peu c'est la vie un peu en général, mais c'est
c'est toujours de tomber, mais se relever. Et c'était en fait l'esprit de je montais un escalier et quand je montais 10 marches, ben je redescendais 6 marches, mais et je repartais quoi. Je veux dire cette persévérance et cette envie et ce côté sportif que j'ai en moi et que j'avais connu, je pense que m'a énormément aidé en se disant bon ok c'est pas grave tu repars. Donc il a fallu voilà c'était les gros défis que j'ai eu au départ, c'était de me sentir bien et du jour au lendemain de retomber. Donc d'essayer de repartir et voilà donc accompagné de ma famille, de mes proches et mais surtout voilà c'est la volonté de vouloir rebondir le plus vite possible. Ça a été des gros défis que j'ai au départ parce que mentalement c'était compliqué. Oui, j'imagine. Oui, parce qu'effectivement tu es un battant, donc tu n'as pas l'habitude de tomber entre guillemets. C'est vraiment l'habitude de te battre, donc on comprend que de ne pas maîtriser en plus ce qui t'arrive, ça a dû être quelque chose de très difficile. C'est ça, c'est vraiment de ne pas savoir en fait. On peut plus ça va et plus on apprend à vivre avec son corps et on prévoit qu'il va y avoir quelque chose qui va se passer parce qu'on le sent à travers nous. Donc plus ça va, plus on pourra. Mais avant on le connaît pas assez pour pouvoir le prévoir. Et donc souvent l'euphorie fait que derrière ça engendrait des poussées, des grosses fatigues, compagnie qui me mettaient une petite gifle derrière, on va dire. Mais j'ai toujours par rapport, surtout déjà à ma femme, à mes beaux-parents, mes parents, ma famille proche, mes amis proches. J'ai jamais voulu justement montrer que j'étais que je me laissais abattre. Parce que j'estime que c'est même pour mes filles aujourd'hui ou quoi que ce soit, c'est justement de montrer que il y a beaucoup plus grave dans la vie. Il y a des gens qui ont des problèmes beaucoup plus graves et on le voit tous les jours. J'ai la chance d'être dans un pays où je suis soigné, où on m'aide, où j'ai des excellents médecins. Donc j'estime que par rapport à tous ces gens-là, j'ai pas le droit de me laisser abattre. J'ai pas le droit de montrer que je suis faible. Donc c'est ça aussi qui est un booster pour moi, me disant voilà, j'ai la chance aujourd'hui, j'ai participé au festival Communication Santé où j'ai rencontré des gens extraordinaires. Mais à travers tous ces gens-là, j'ai besoin de leur montrer que voilà, je peux pas me permettre de me laisser fatiguer ou me laisser abattre. Le monde du rugby, tu l'as laissé complètement de côté du coup? Non, je vais pas laisser de côté. J'ai pareil là aussi, c'est des rencontres extraordinaires. Mais j'ai un ami à moi qui était joueur avec moi dans l'équipe où c'est que j'étais quand je me suis blessé, j'étais paralysé, que j'ai retrouvé dans un village qui est venu entraîner dans un village à côté de chez moi, à un niveau amateur fédéral 1 qui était le plus haut niveau amateur, et qui m'a proposé en fait de venir avec lui et un autre joueur aussi que j'avais avec moi quand je jouais à Colomiers, qui m'a proposé de venir soigner avec eux. Ils m'ont dit tu peux plus jouer, tu peux plus coacher, je voulais pas coacher. Il m'a dit tu fais soigneur, tu connaissais le médecin, tu sais faire les straps et donc du coup j'allais masser les joueurs, strapper les joueurs. Et du coup j'ai fait le deuil de ma carrière sportive que j'ai pas arrêté moi, puis c'est la maladie qui m'a fait arrêter. Mais c'est grâce à eux aussi et tous les joueurs extraordinaires que j'ai rencontrés, ça m'a permis aussi de finir ma carrière de sportif pendant 5 ans avec eux et de vivre des moments extraordinaires de peine, de joie, j'ai pu on va dire tirer ma révérence comme ça et ça a été mon médicament pour finir mon sport. Du coup, donc tu en as parlé de ta famille, de tes amis très proches qui t'ont aidé. Est-ce qu'il y a d'autres choses, des associations qui t'ont aidé aussi à surmonter tous ces défis? Alors des associations, moi j'ai créé mon association quand j'ai eu cette maladie en fait au bout de 3 ans. J'ai créé une association qui s'appelle CEP Possible. Donc jeu de mots de C'est possible. J'avais marqué CEP Possible que j'ai créé qui a pour but. En fait, je connaissais pas en fait au début le milieu associatif dans la sclérose en plaques. Je connaissais rien du tout. Donc j'avais créé ma petite association en disant je vais faire parler de cette maladie. Surtout dans le but de montrer que c'est pas parce qu'on a une maladie qu'on peut pas réaliser des choses dans le sport. On peut faire du sport adapté. On va trouver des solutions. Mais il y a comme je disais, des milliers et des milliers de gens en France qui font du sport adapté, qui ont des maladies, qui sont donc c'était pour but d'organiser des événements à travers le rugby, des tournois et compagnie pour montrer et parler de cette maladie. Et petit à petit, donc j'ai rencontré après la Ligue française contre la sclérose en plaques, le pôle des maladies neurodégénératives, la MIPSEP, enfin, plein d'associations et d'organismes. Et voilà, je me suis petit à petit justement mis avec pas me scléroser tout seul avec mon association. Je me suis mis dans plein d'associations pour travailler avec tout le monde en fait. Et aujourd'hui, est-ce que tu as des projets que tu mènes à travers tes associations? Alors j'ai un projet que je mène à travers donc c'est mon association où c'est que je souhaite réaliser, ça serait mon premier événement que j'organise moi, que je devais faire en juin 2020, mais avec la Covid, ça n'a pas été possible. Donc je dois l'organiser le 5 juin 2021 chez des amis qui ont un restaurant. Donc j'appuie bien sur le restaurant parce que c'est aujourd'hui malheureusement pour eux c'est compliqué, mais j'imagine. Voilà, j'espère qu'on y sera. Mais donc ça serait le 5 juin avec plein de médecins que je connais, plein d'anciens sportifs et de sportifs actuels pour parler vraiment du sport et de l'handicap, pour montrer en fait tout ce qui peut être problématique neurologique
induite au sport, que ce soit sur les commotions, que ce soit sur l'effort extrême, que ce soit sur l'après-sport. Donc c'est vraiment mon gros projet que j'ai pour juin 2021, d'organiser cet événement. Et toi, tu as repris le sport, enfin tu fais du sport aujourd'hui? Tu arrives à en faire? Alors aujourd'hui, je fais beaucoup de sport. Je dois le faire à peu près, on va dire 4 à 5 fois par semaine. Je suis pompier volontaire parce que c'était un défi que je voulais aussi avoir, donc ça fait 6 ans que je suis pompier volontaire, puisque ça aussi c'était un des défis que j'avais, puisque quand on a une pathologie comme celle-là, on n'a pas le droit d'être tous ces métiers, on n'a pas le droit, donc je voulais prouver que c'est pas parce qu'on a cette maladie qu'on n'a pas le droit. Donc j'ai fait tout mon possible, j'ai montré que c'était possible justement, et je l'ai fait. Donc avec les copains à moi et tout ça que j'ai dans la caserne, les collègues, je fais beaucoup de sport avec eux, je fais du VTT et je fais beaucoup de golf. Donc, mais je suis très attiré par le sport parce que je l'ai fait avant. Ah, bien sûr. Et avec la différence d'aujourd'hui, c'est que je connais mon corps et que je sais où je peux arrêter, où je peux pas aller. Tu arrives à connaître tes limites, en fait. Mais voilà, parce qu'au début, le problème que j'avais, c'est que par exemple, faire du vélo ou quoi, quand on est sportif, on part toujours sur des objectifs de temps. Donc, c'est-à-dire que je partais en vélo, c'était, je fais tant d'heures de vélo à tel kilomètre/heure, je fais voilà. Sauf que je faisais ça avant la maladie. Et quand j'ai voulu m'y remettre, bien sûr, je pouvais plus le faire. Mais je forçais trop. Et le fait de trop forcer engendrait derrière des poussées, des fatigues extrêmes donc il a fallu un laps de temps aussi pour accepter et comprendre, en fait, comment ça fonctionnait. Et à partir de là, j'ai pu comprendre. Donc maintenant, je fais, voilà. Si je pars faire du vélo avec des amis, je vais partir, je vais faire l'effort, bien sûr, assez poussé, mais je sais qu'au bout d'un moment, je vais m'arrêter. Si je sens que je vais ralentir. Si je sens que ça va pas aller, je vais arrêter. Tu as appris à écouter ton corps et à écouter les signes qui montrent que, voilà, il faut prêter attention aux signes qu'il te lance. Tout à fait, c'est ça. Voilà, c'est ça. Dès que je sens ces signaux, je sais ce que ça va engendrer, donc je préfère calmer avant d'aller à l'extrême. Aujourd'hui, t'en es où par rapport à la maladie? Quelle est l'évolution? Alors aujourd'hui, j'ai un traitement maintenant depuis plus de 10 ans qui me stabilise bien et qui m'aide bien à vivre avec la maladie. Je suis extrêmement suivi, j'ai voilà, tous les 3 mois, je fais des examens médicaux, donc c'est vrai que je suis bien suivi. Je le vis bien parce que j'ai un cadre de vie qui est bon pour moi. Je vis de passion aujourd'hui. C'est-à-dire que j'ai un loisir, c'est les pompiers, où je prends du temps et je fais du temps et c'est vraiment ma passion parce que je me régale à faire ça. Et puis j'interviens beaucoup maintenant dans l'éducation thérapeutique en Occitanie. J'interviens avec des laboratoires sur des conventions ou des conférences. J'interviens, et ça c'est vraiment un de mes objectifs futurs et vraiment quelque chose que je veux faire, dans la formation des futurs soignants. D'accord. Donc, pareil, où j'ai eu la chance de rencontrer le directeur de l'école d'ergothérapie de Toulouse-Purpan, qui, il y a 4 ans, m'a donné la chance d'intervenir avec ses élèves. Et ça fait 4 ans que je suis avec lui. Et j'interviens maintenant aussi dans les IPSI de Pamiers, de Castres, de Toulouse, un peu partout. Et c'est vraiment quelque chose ça aussi, c'est quelque chose qui est devenu passionnant pour moi, parce que former des futurs, on va dire, professionnels de santé par des patients, pour la qualité de soins, je trouve ça, c'est primordial pour leurs études. Ah oui, parce que l'information scientifique, c'est important, mais le vécu du patient, c'est aussi très, très important. Ben, la qualité, moi, je l'ai vu, la qualité, en 20 ans d'hôpital, j'ai vu le côté humain disparaître. C'est-à-dire, j'ai connu, comme j'appelais moi ça, il y a 20 ans, les infirmières que j'avais, les aides-soignantes et tout ça, c'était les tatas. Elles étaient très proches, c'était un contact humain qui était... Alors, bien sûr, l'économie a fait et qu'il y a plein de choses qui ont changé, donc je peux pas rentrer dans les détails là-dessus, et là, je comprends. Mais j'essaie justement d'apporter ma petite pierre à l'édifice en leur expliquant aux soignants que certes, aujourd'hui, il y a beaucoup d'administratifs, il y a beaucoup de choses à réaliser et à faire à l'hôpital, mais que le moment où ils sont avec le patient, c'est un moment pour nous qui est, on est inquiet, on a apeuré, on sait pas ce qui se passe, les odeurs, tout est particulier, c'est pas agréable d'être à l'hôpital. Donc le moment où on est avec un soignant qui vient nous voir, ben, il est extrêmement important pour nous. Il est très court pour nous et trop long pour eux souvent, mais justement, ce temps qu'il y a avec nous, il faut que, voilà, un maximum être humain, on va dire. Et je sais que c'est très compliqué quand ils ont X personnes à soigner en peu de temps. Oui, et c'est malheureusement quelque chose de très dur. Mais voilà, j'essaie d'apporter ma pierre à l'édifice en les formant, en leur expliquant, en leur donnant un petit outil qui, j'espère, plus tard, dans leur travail, les aideront. J'ai le sentiment, en t'écoutant, que quelque part, la maladie t'a appris à donner aux autres. Que ce soit à travers le fait d'être pompier volontaire ou encore ta volonté de partager ton expérience avec des soignants ou avec d'autres patients. J'ai le sentiment quelque part que c'est comme si en fait ça t'avait donné envie toi aussi de donner. Ah mais c'était à l'esprit jeune. J'étais assez j'aimais être avec du monde, il fallait que j'ai du monde autour de moi, mais j'étais plus égoïste, plus je pensais à moi, j'étais dans le sport, la vie était belle quoi.
la vie était jolie, tout était chouette. Et grâce à la maladie, et je dis bien grâce à la maladie parce que je sais que ça va faire du bruit, que les gens n'auront pas aimé ça, mais c'est le terme que j'utilise moi aujourd'hui. Grâce à cette maladie, je suis retombé sur terre en fait, parce qu'elle m'a fait voir ce qu'était la réalité des choses. J'ai vécu l'hôpital, j'ai vécu tous les problèmes qu'on pouvait avoir, tout ce qui se passait, et je me suis surtout rendu compte que je me plaignais de choses alors qu'il y a vraiment plus grave dans le monde. Dans le monde, il y a des choses qui sont beaucoup plus graves, que ce soit pour des enfants ou quoi. Et donc du coup, j'ai dit ok, j'ai eu ce petit coup de fouet que j'ai eu, il faut qu'il me serve. Et me servir, c'est comment? C'est apporter et l'aide à tous les futurs et tous les patients qui ont cette pathologie. Qu'est-ce que je peux faire pour les aider, pour les encourager, pour les entourer, pour leur donner de la motivation, pour leur prouver qu'il y a des choses qu'on peut faire. Parce que c'est vrai que quand on a ça, en général, tout ce qu'on va chercher, c'est des forums quoi que ce soit, c'est assez négatif. Et que moi, j'ai voulu, essayer d'apporter ma pierre à l'édifice, toujours pareil, pour que ce soit, pour motiver les gens, pour expliquer qu'on peut le faire, on peut réaliser des choses, on peut enseigner aux soignants et former les soignants pour leur montrer que un patient, ce que c'est vraiment un patient qui a de faire. C'était vraiment mon but, d'aider les gens. Tu avances bien dans ton but, en tout cas, ça se voit. Est-ce que tu as un conseil peut-être à donner? Alors, il doit y en avoir beaucoup, mais est-ce qu'il y a un conseil en particulier que tu donnerais à ceux qui t'écoutent et qui peut-être traversent aussi la maladie? Un conseil primordial que je donne à chaque fois, c'est on a des médecins aujourd'hui, des neurologues extraordinaires, des médecins généralistes extraordinaires. C'est très compliqué pour eux aussi. Eux, ils vont se baser sur des examens médicaux qu'ils vont faire. Mais on n'est pas tous les jours avec un IRM sur la tête. Donc, quand on voit des neurologues, par exemple, si nous, on ne explique pas tout aux neurologues, si on prend pas un papier pour se marquer les choses, parce qu'il se peut des fois, par exemple, on a rendez-vous dans 3 mois, et qu'aujourd'hui j'ai un petit problème, je dis voilà, j'y penserai, je le dirai à mon médecin. Sauf que non, j'y penserai pas au bout de 3 mois quand je vais arriver dans le médecin, parce qu'il va y avoir un certain stress qui va s'installer, il y a des questions qui vont arriver, je vais l'oublier. Donc, pour moi, il est primordial aujourd'hui d'avoir un petit carnet, ou d'enregistrer sur son téléphone les petits trucs qui peuvent nous arriver dans la vie et de dire un maximum de choses aux médecins. De surtout pas avoir peur de tout dire aux médecins, même si ça paraît pas important ou quoi, mais de le dire. Parce que petit à petit, en fait, le canevas qui va se construire autour de nous, ça va les aider aussi à trouver le meilleur traitement qu'on peut avoir. Moi, il y a 20 ans, j'avais pas les traitements qu'il y a aujourd'hui. À aujourd'hui, on peut trouver des solutions pour beaucoup de symptomatiques. Donc, je trouve qu'il est très important de dire un maximum de choses aux médecins, de parler avec eux, d'échanger, de leur dire tout ce qu'on peut avoir, la bobologie qu'on peut avoir. Et après, qu'il y a énormément de gens qui font des choses, qu'il faut se renseigner sur tout ce qui est officiel comme site internet ou forum, de pas aller sur n'importe quel forum. Et donc c'est vraiment de parler, d'échanger, et c'est très difficile pour les proches autour de nous. C'est plus compliqué pour nous parce que nous, patients, on sait ce qui se passe et on sait ce qu'on ressent. Les gens d'à côté, c'est très compliqué parce que, par contre, ils le subissent en fait. Ils savent pas vraiment comment aborder les choses. Donc c'est pour ça que je pense qu'il est important de beaucoup discuter, beaucoup échanger, beaucoup parler avec les gens autour de nous, les médecins comme nos proches, pour leur expliquer ce qui nous arrive, parce que moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis rendu compte que de faire ça, mais en fait, moi tout seul, ça m'a ouvert en fait. Ça m'a ouvert sur la pathologie, ça m'a rassuré, ça m'a fait du bien, c'est ce qui m'a permis d'avancer après et qui m'a permis de faire de l'éducation thérapeutique, d'aller voir des ergothérapeutes, et petit à petit, on va dire, de sortir de là où j'étais. Qu'est-ce que tu dirais à Sébastien qui a 20 ans et qui ne sait pas encore qu'il va avoir cette maladie? Alors, aujourd'hui, je lui mettrais des gifles, sans être vulgaire ou quoi que ce soit. Mais non, je pense que, comme je disais, 20 ans, et aujourd'hui, les enfants qui ont 20 ans, je me mettrais pas à leur place, parce qu'avec ce qui se passe, la vie d'étudiant ou quoi que ce soit, c'est vrai que c'est assez particulier aujourd'hui d'avoir 20 ans. Mais par contre, c'est vrai que j'essaierai un petit peu plus déjà de me pousser à faire des études de médecine, parce qu'en fait, je me rends compte que c'est quelque chose qui m'aurait vraiment plu. C'est vraiment, la médecine m'aurait vraiment plu, être médecin, être neurologue. C'est quelque chose qui, au final, c'est le regret que j'aurais de ma vie, c'est d'être, j'aurais rêvé de faire ça, parce que je me serais vraiment mis une gifle en me disant, bosse au maximum, fais quelque chose qui sera passionnant pour toi, et tu réaliseras que c'est quelque chose d'exceptionnel, parce que c'est aider les gens à trouver des solutions, à expliquer les problèmes et à gérer les familles. Et je trouve que pour moi, médecin, c'est quelque chose qui est juste exceptionnel. Donc aujourd'hui, je sais que je lui dirais maintenant, tu t'accroches et tu fais des études là-dessus et tu fonces. Merci beaucoup Sébastien de nous avoir partagé ton expérience. Comme je le disais, effectivement, la maladie t'a appris à partager, et on est très très content d'avoir pu avoir ce partage d'expérience avec toi. J'espère que tes projets vont aboutir l'année prochaine, parce qu'effectivement, malheureusement, cette année, les choses ont été bien compliquées. Donc j'espère que les événements que tu veux mettre en place l'année prochaine pourront avoir lieu.
Puis n'hésite pas à nous tenir informés, à nous donner des nouvelles. Ouais, mais je vous remercie beaucoup. Alors sur les réseaux sociaux, je ferai de toute manière un teasing, j'en parlerai, parce que c'est vrai que si vous voyez l'info et ça, c'est sympa de soit venir participer parce que ça serait génial, ou sinon d'en faire parler, de faire échanger avec les gens. J'ai X projets, j'ai un projet qui me tient très à cœur, que cette année je sais pas si on pourra le faire parce que c'est des week-ends en ski que j'organise dans les Pyrénées à la station des Angles, qui est exceptionnel parce que la station des Angles qui a à côté de Font-Romeu nous met tout à disposition pour recevoir des personnes en situation de handicap et on leur fait découvrir pendant un week-end le ski et c'est juste quelque chose d'exceptionnel pour les gens. Ce week-end, j'espère pouvoir le faire au mois de mars. On va essayer de se battre pour le faire au mois de mars si on n'est pas trop bloqué. Donc au mois de juillet, on organiser ça. J'espère, je croise les doigts pour au mois de novembre l'année prochaine pouvoir encore participer au festival Communication Santé si aussi il a lieu, parce que ça aussi c'est quelque chose qui pour moi la part qui est donnée dans ce festival aux patients, c'est hyper moteur et c'est super motivant parce qu'en fait on se rend compte que grâce à Dominique Noël et Eric Philippot, ils mettent le patient en avant avec des professionnels de santé, avec des médecins ou des e-influenceurs et c'est super intéressant en fait de se retrouver avec tout le monde et pas au centre de tout le monde. Parce que je crois qu'aujourd'hui le patient il a pu être au centre de tout le monde mais il faut qu'il travaille avec tout le monde, il doit être dans la table avec tout le monde. Et je trouve qu'eux ils le font exceptionnellement bien en faisant vraiment participer le patient avec tout le monde et sans que ça soit quelqu'un à part. Donc voilà, donc il y a beaucoup de projets j'espère cette année qui vont arriver. Je croise les doigts pour aussi intégrer de plus en plus des facultés de médecine, d'ergothérapie, de kinésithérapie, d'infirmières et infirmiers pour vraiment former ces élèves et avoir de plus en plus d'heures à l'intérieur de ces unités-là. Il y a un très bel avenir, j'espère que ça s'annonce devant moi. Et puis surtout, je croise les doigts pour tous les gens. Et puis ça, il faut savoir que malgré l'annonce de cette maladie, malgré ce qui peut arriver, il y a beaucoup de gens autour de nous qui sont là pour nous aider, pour nous soutenir. Ils auront tout le temps une association près de chez eux, n'importe quel endroit de la France, pour pouvoir justement les aider. Merci beaucoup Sébastien. Et puis au plaisir d'avoir de tes nouvelles. Merci beaucoup. Au revoir.